Gaspard pour la société Lilae. Anne qui nous vient de l'Aisne sur un projet qui porte sur l'environnement, plus précisément sur l'eau. L'activité de Lilae, c'est proposer des outils d'expertise et de vulgarisation pour la gestion durable de l'eau douce, à la fois pour les collectivités et pour les entreprises. Un enjeu qui, évidemment, parle à tout le monde, et donc sur lequel s'est positionné Lilae. Expliquez-nous comment, depuis votre petite commune de Mont-au-Crécy dans l'Aisne, vous voulez développer ce projet. Merci Olivier pour cette introduction. Messieurs, dames, est-ce que vous connaissez le point commun entre les inondations qu'on a dans les Hauts-de-France et la sécheresse dans le sud? La réponse est sur l'écran. Il s'agit de l'eau. En fait, l'eau, et l'eau douce particulièrement, devient la ressource clé de demain. C'est cet or bleu pour laquelle Lilae s'est engagé à développer des outils pour accompagner ses acteurs dans la gestion durable de celle-ci. Un petit rappel, on a beau avoir une planète bleue qui contient 70% d'eau, est-ce que vous saviez que moins d'1% de cette eau est utilisable par l'homme? J'ai tué tout le monde ce soir, merci. En fait, quand je parle d'eau utilisée par l'homme, il faut reprendre que cette eau, elle est accessible dans des milieux naturels, des lacs, des étangs, des rivières, des milieux industrialisés, comme des bassins de rétention, des stations de traitement, et aussi tout ce qui va être lié à l'aquaculture. Et sur ces milieux aquatiques, on va retrouver deux gammes de gestionnaires d'eau. Des gestionnaires d'eau publics, des collectivités, des syndicats des eaux qui vont avoir des réglementations, notamment la compétence GEMAPI, et également des gestionnaires d'eau privés. Par exemple, une industrie qui serait dans la cartonnerie ou l'agroalimentaire. Prenons un exemple. Est-ce que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé avec Nestlé dans les Ardennes? Peut-être pas. Nestlé a eu un problème dans l'un de ses rejets et il y a eu une pollution dans les rivières sur lesquelles ils rejetaient. Première conséquence, une forte mortalité sur toute la rivière sur plusieurs kilomètres. Deuxième conséquence, plusieurs millions d'euros pour réhabiliter le milieu. Troisième conséquence, plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende pour Nestlé. Du coup, est-ce que vous pensez qu'investir dans une solution qui coûterait quelques dizaines de milliers d'euros par an, mais qui permettrait de surveiller en temps réel et d'alerter, ça pourrait être judicieux pour eux? Eh bien oui. Parce que si on avait pu se positionner, on aurait pu les aider, par exemple, à sauver leur notoriété ou à faire un gain économique. Donc la station de surveillance, c'est l'un des produits de la société Lilae. C'est notre solution innovante. Mais Lilae, ce n'est pas que des solutions innovantes. Puisqu'au fur et à mesure d'être à l'écoute de nos clients, on a développé de la transmission de connaissances par des ateliers ludiques, des formations qui sont destinées, dirons-nous, à tout acteur qui souhaite s'impliquer dans cette gestion durable. Le côté expertise de Lilae qui contient de la formation, des stations de surveillance que l'on va positionner en location mensuelle à 1 750 € par mois, à partir de, j'ai oublié, et qui va permettre de collecter des données. C'est une bonne chose de collecter les données, mais si on ne sait pas comment faire, donc il faut savoir les interpréter, ce que l'on peut proposer. Et on sait aussi valoriser ces données pour aller plus loin, réfléchir à des plans d'action pour préserver cet or bleu de demain. Ici, vous avez notre clientèle actuelle. Et on va zoomer sur deux en particulier, notamment Veolia, avec lequel on vient de signer un contrat sur 3 années sur le territoire des Hauts-de-France. Actuellement, nous sommes sur les Hauts-de-France et on commence le Grand Est. L'autre acteur sur lequel je voudrais cibler, c'est l'agglomération du Saint-Quentinois, vous voyez, qui coche toutes les cases. Et on va aller sur eux plus particulièrement. Parce que cette collectivité, c'est celle qui nous a vu naître et qui nous a accompagnés. Qu'on accompagne, nous, depuis 2021. On les accompagne à la fois sur de la valorisation de leurs actions, c'est-à-dire qu'on vient vulgariser ce qu'ils font pour pouvoir le présenter à la population. Parce que vous savez, il y a des nouvelles taxes qui apparaissent dans vos impôts, tout le monde est ravi de ça en général. Ça s'appelle la taxe GEMAPI, qui vient en fait contribuer à financer les budgets des collectivités pour pouvoir mettre en place des préventions, soit pour les inondations, mais aussi des mises en place de surveillance de la qualité des eaux. Donc nous, on intervient déjà dans ce domaine-là et on les accompagne depuis quelques années, maintenant 2 ans et demi, sur de l'accompagnement annuel avec une station de surveillance sur un rejet pluvial. Une station de surveillance pendant 12 mois, location mensuelle, interprétation de la donnée mensuelle et édition de rapports et de rendez-vous par semestre, une fois par semestre. Ça nous donne un ticket à 40 000 € de chiffre d'affaires. 40 000 €, donc 15 000 € de bénéfices pour la société. Je vous laisse calculer par rapport au nombre de collectivités en France. Je n'ai pas fait le calcul. Enfin, pas ici. Pour répondre à cette gamme de propositions que l'on propose, on a une équipe multidisciplinaire et surtout
polyvalente. J'ai le plaisir d'être accompagnée par ma cofondatrice qui est déjà en place pour recevoir vos questions, Elodie, qui est spécialisée en écotoxicologie, qui a 50% du capital, et moi-même qui suis spécialisée en robotique. Donc, je suis à l'origine de nos solutions innovantes. Maintenant, c'est Malak qui développe nos solutions, et moi, je suis retournée sur le pilotage et le commercial, parce que j'ai aussi une formation en MBA, et je possède 50% du capital également. Notre objectif, il est simple, c'est devenir la référence mondiale dans la protection des eaux continentales. Et pour ça, on double notre chiffre d'affaires tous les ans depuis 2022. Et on a obtenu cette année un levier. Le levier, c'est d'avoir le label Green Tech Innovation du ministère de l'Environnement. Pour vous faire simple, un marché public, souvent les paliers, c'est 40 000, enfin souvent, non, c'est 40 000 avant de pouvoir faire l'appel d'offres. Nous, avec ce label, on peut aller chercher les marchés d'innovation à hauteur de 100 000 € sans faire d'appel d'offres. Ce label, il va être l'un des leviers pour nous permettre d'aller sur le marché national d'ici 2025. On a déjà des missions qui ont été effectuées au Québec, donc on a déjà un pied à l'international. Ce pied, on souhaite le valider en 2026 et en 2027. Et pour ça, il nous faut recruter. Il nous faut recruter des personnes sur ces différentes années et dès maintenant. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui devant vous, parce que nous avons besoin de fonds pour recruter ces personnes. Cette levée de fonds, elle est à hauteur de 300 000 €, dont 200 000 €, j'espère, qui seront parmi vous, ces personnes, et 100 000 € qui seront avec des banques ou la BPI, sachant qu'on est déjà en discussion avec ces acteurs. 200 000 € de cette levée de fonds sera dédiée à la stratégie commerciale et marketing pour nous permettre de recruter dès début 2025 et pour relancer tout ce qui va être les recherches et les développements, les futures étapes de la station. La station, elle est en développement depuis la création de la société en 2021. On a fait le choix de la commercialiser en fur et à mesure de ces différentes évolutions pour nous permettre de générer du chiffre d'affaires et d'être autonome sur notre recherche et développement sur le long terme. Vous retrouverez ici les différents acteurs qui nous accompagnent et on est actuellement incubé au sein de l'IMT qui nous aide beaucoup à nous développer. Donc, quand je vous parlais des Hauts-de-France, on a commencé sur le territoire saint-quentinois, on va jusqu'à Saint-Omer et on commence à aller vers le Grand Est, dont Elodie est d'originaire. Donc, je vais y arriver, Olivier. Donc, je vous incite, messieurs, dames, à venir nous voir et à devenir surtout notre allié pour devenir la référence mondiale dans la gestion des eaux continentales. Merci. Merci beaucoup, Anne. J'en profite, puisque vous ne l'avez pas dit, pour indiquer que vous êtes au palmarès des entreprises innovantes des Hauts-de-France il y a quelques jours. Donc bravo aussi pour ça. Merci. Juste une question qui paraît un peu évidente, je pense que pour tout le monde aussi. Vous êtes une toute petite structure pour l'instant et vous avez des prétentions mondiales. Est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux, justement ? On pourrait le croire, mais je ne pense pas. En fait, quand on dit référence, c'est pas monopoliser le marché. Devenir la référence, c'est devenir l'acteur auquel tout le monde va penser. Et c'est pas une grande prétention dans la mesure où on a réfléchi tout notre système de construction, notre business model, pour qu'il soit exportable. Si par exemple je vais au Québec, je ne vais pas exporter les solutions, on va les reproduire sur place. Un exemple, notre force de frappe pour les stations de surveillance qui sont en bois, qui sont éco-conçues avec de l'essence de bois locale, elle peut très bien être reconçue sur place au Canada parce qu'on fait appel à différents petits menuisiers, des artisans qu'on peut retrouver dans le monde entier et qui vont nous permettre de produire en grande quantité, très rapidement et sur différents territoires. Alors, une autre question qui me vient, alors bon, j'ai vu que Veolia était l'un de vos clients, mais finalement, des stations de surveillance de l'eau, des outils de sensibilisation, etc., on peut se dire le marché est déjà bien occupé, il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce qui fait que vous avez vraiment ce plus qui va faire votre réussite ? Ce plus, il se situe sur tout le package, le fait qu'on puisse présenter cette offre de clé en main 360. Effectivement, il existe des acteurs qui vont faire de l'animation. Mais très peu d'acteurs ont la capacité de faire de l'expertise et de pouvoir vulgariser en temps réel ce qui se découvre sur le milieu. Ça, c'est une différenciation. Notre autre différenciation, c'est que très peu de personnes s'intéressent aux milieux aquatiques continentaux, qui sont la base de notre vie. Pourtant, on voit beaucoup de solutions sur les milieux maritimes. Imaginez que certaines stations, elles font elles font jusqu'à 2 mètres de diamètre, que nos solutions, elles sont comme ça. Pardon, comme ça. Du coup, voilà, ça c'est une autre différenciation. Notre dernière différenciation, si on prend tout le package, c'est le fait de pouvoir être toujours
au courant et en contact avec nos clients pour pouvoir optimiser les stations de surveillance, les autres produits, comme le sous-marin téléguidé qui arrivera par la suite. Ça coûte combien votre petite installation? Quand vous allez voir un maire ou une communauté, c'est plutôt les communautés d'agglomération d'ailleurs qu'on va voir, ou les eaux, vous leur présentez un budget à combien? Et en fait, vous devez faire de l'entretien de ces machines tous les combien? En fait, elles ont une durée de vie de combien de temps à peu près? Alors la station de surveillance coûte 10 000 € à fabriquer. Elle est, comme je vous l'ai dit, mensualisée à partir de 1 750 €, auquel on vient ajouter les options de maintenance. On fait une maintenance tous les 2 mois, parce qu'on est dans des milieux qui sont perturbateurs, plus que ce qu'on pourrait pour nos matériels. Elle a une durée de vie de 10 ans. Nos contrats, on les travaille pour qu'ils soient minimum d'1 an. Donc la solution se rentabilise très vite. Avec tout le package et les options complémentaires, on rentabilise un contrat en moins de 6 mois, pour une station qui vient d'être créée. Imaginez que maintenant, si la station est créée, on la met 1 an sur le marché, rentabilisée au bout de 6 mois, le prochain marché d'1 an, tout bénef. Alors, il y a une question qui a disparu de l'écran, mais qui vient de la salle, et qui était de savoir, finalement, qu'est-ce que mesure exactement votre station? Alors Et à actuellement, quoi ressemble ce robot? Ça, vous l'avez dit. Actuellement, on est sur de l'analyse physico-chimique, donc on va embarquer des capteurs de pH, d'oxydoréduction, de température, conductivité, et il m'en manque un, oxygène dissous. Ce sont les capteurs qu'on équipe actuellement. On cherche à développer des partenariats pour intégrer des capteurs qui vont faire la chlorophylle, nitrate et ammonium pour aller sur des paramètres biologiques. Voilà. Et la ressemblance. Merci. Alors, sur les sujets que vous traitez, il y a un énorme acteur qui a des budgets énormes, c'est l'agence de l'eau, enfin les agences de l'eau. Est-ce que vous avez des interactions avec ces agences ou pas? On a essayé de les approcher, c'est très compliqué parce qu'ils sont très occupés, ils sont très peu de personnes, donc ils sont un peu partout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les agences de l'eau travaillent avec les pouvoirs publics, et donc du coup, nous, à chaque fois, on est renvoyé vers les pouvoirs publics qui font appel aux agences de l'eau. Savoir aussi que du coup, on peut aider les collectivités à monter des dossiers pour aller vers les agences de l'eau et du coup, avoir des subventions pour leur territoire. Alors, encore une question du public. Quel marché est prioritaire entre le secteur public et le secteur privé? Actuellement, on a développé les collectivités parce que c'était notre premier potentiel client et que du coup, on a fidélisé sur les 2 ans et demi. On travaille sur les collectivités parce que ce sont des choses et des budgets qui sont fléchés, des réglementations qui sont connues, des budgets qui sont fléchés, donc c'est plus facile pour nous. Le point de difficulté est de rencontrer avec la bonne direction et le bon élu. Le privé arrive dans un second temps et actuellement on cherche des industries qui seraient friands de tester nos solutions. Donc si vous connaissez des industriels qui seraient avant-gardistes dans tout ce qui est solutions durables, faites appel à nous. Allô? Oui, c'est bon. Alors moi j'avais une question parce que vous parliez tout à l'heure d'informations en temps réel et vous parliez aussi de ce qui s'était passé avec Nestlé et que ça aurait pu éviter, alors vous parliez du risque de réputation, mais concrètement comment ça aurait pu, voilà, si vous pouvez nous expliquer ça. Je peux sortir l'exemple de Nestlé, je vais vous en donner un autre de nos clients qui est un bureau d'études environnementales. Et on est intervenu sur les chantiers de dragage. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est quand on vient curer les canaux quand ils sont trop pleins. Et ça a été une des solutions qui a été mise en place dans la région Hauts-de-France lors des inondations, c'était de nettoyer les chantiers. Donc ce qui se passait avant qu'on arrive, c'est qu'ils avaient des prélèvements et quand il y avait un seuil qui était atteint, ils devaient arrêter le chantier plusieurs jours pour avoir un retour du labo qui leur disait c'est bon, ça a dû redescendre. Nous, on les a équipés. La première année, on s'est battu avec eux, parce que, tu te rappelles, Elodie, ils enlevaient les stations parce que ça les gênait, ils ne comprenaient pas l'intérêt de recevoir un SMS qui leur disait « Stop, il faut arrêter les travaux ». Première année compliquée. Deuxième année avec eux, en fait, le chef de chantier recevait un SMS qui lui disait, par exemple, « La turbidité est trop haute, arrêtez ». Il arrêtait, même pas 10 minutes après, il recevait un autre SMS « C'est bon, ça s'est calmé ». Il reprenait le chantier. Les ouvriers n'étaient pas contents, ils n'avaient pas le temps de faire la pause. Mais du coup, c'est pas grave. Du coup, voilà. Je pense que ça image bien. C'est de se dire que sur les autres années, ils devaient attendre soit plusieurs jours, soit ils cassaient notre matériel et après ils devaient le payer, soit la deuxième année, quand ils ont compris la plus-value, en fait, il a pu driver son chantier d'une meilleure façon et il a été beaucoup plus rentable. Alors justement, en termes de rentabilité, une question qui demande quand atteindrez-vous votre seuil de rentabilité, si ce n'est pas déjà le cas? Ce n'est pas déjà le cas. Il nous manque 20 000 € cette année. Parce que là, j'ai présenté 155 000 €, on a signé 160 000 €, un peu plus, cette année. Il nous manque à peu près 20 000 € pour atteindre le seuil de rentabilité et on l'espère l'atteindre courant 2025, bien avant la fin de l'année 2025.
Alors vous avez évoqué l'international, en tout cas pour l'instant avec le Québec, ça reste limité, mais est-ce que vous avez les capacités d'aller chercher le marché mondial avec pour l'instant, je ne sais plus, 6 personnes, c'est ça? Eh ben, c'est pour ça aussi qu'on a la levée de fonds, je reprends ce que tu disais Pierre. C'est effectivement en ayant des fonds qui vont rentrer qu'on va pouvoir recruter des personnes et les centraliser sur des marchés. À savoir que j'ai parlé du Québec, on a été contacté par l'ambassade du Maroc, l'ambassade de Belgique, et on a des opportunités avec le Portugal. Ce sont des opportunités qu'actuellement on n'exploite pas par manque de moyens, et je ne parle pas par manque de moyens financiers, mais par manque de moyens de personnes. Donc effectivement, la levée de fonds servira à recruter et aussi à lancer cette démarche internationale. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation, Anne Gaspard, pour la société Lilae.